C'est juste pour continuer sur le même sujet, sur la même question que vous venez de poser, mais on n'a pas à aller chercher très loin. Il y a la directrice de tous les services de renseignement américains, Tulsi Gabbard, qui a reconnu que les États-Unis ont financé le terrorisme. Et puis, elle a critiqué, avant qu'elle soit remise à sa place, que le fait qu'en Syrie, Joulani était quand même considéré comme terroriste. Il y avait 15 millions ou 10 millions de dollars pour ceux qui aident à le capturer. Et maintenant, ils sont amis avec lui. Voilà, c'est quand même... Oui, mais Joulani n'était pas terroriste, il était membre d'Al-Qaïda. Pour revenir en Irak... Il était membre d'Al-Qaïda. Avant l'invasion de l'Irak en 2003, il y avait un groupe, le noyau du groupe de Zarqawi, qui est le noyau de Daesh. Il avait élu domicile dans le nord de l'Irak. Et le gouvernement irakien à l'époque ne pouvait pas le combattre parce que c'était une zone de no-fly zone, c'est-à-dire l'armée irakienne ne pouvait pas intervenir pour le déloger. Et quand les Américains ont occupé l'Irak, ils sont descendus sur la plaine et on a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué les mausolées chiites, les chrétiens, etc. etc. Voilà. C'est juste une remarque. Ils ont traité comme des mouvements de libération. Oui, on a vu ça en Afghanistan quand même. Monsieur Djelou. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur la définition du génocide évoquée par le professeur Jabri. J'avais l'impression que M. Jabri aime bien élargir cette définition pour englober des massacres, des actes criminels ou enfin des équipés militaires contre tel ou tel groupe ethnique ou religieux. À mon avis, la définition tenue par l'ONU sur le génocide doit être distinguée des massacres ou des actes barbares ou d'autres choses comme ça. Sinon, ce fait-là pourrait porter atteinte au phénomène du génocide comme détruire et décimer les Indiens aux États-Unis d'Amérique, décimer les Arméniens par les Turcs, l'Holocauste en Europe et d'autres phénomènes comme ça. Pardon? En Algérie. Donc, à mon avis, il faut vraiment garder ces côtés génocidaires, surtout à Gaza aujourd'hui, à nos jours. Il faut garder ces côtés-là, cette définition, ces domaines-là, pour qu'on puisse faire la distinction entre l'horreur générale, l'horreur planifiée, exécutée, et les massacres. Ça ne veut pas dire que les massacres sont gentils, ou les actes barbares sont, il faut les tolérer. Je vais vous donner 3 exemples évoqués par notre ami Al-Jabri. Premier exemple, il a parlé des chiites attaqués par les wahhabites. C'est vrai que ces attaques ont été effectuées barbairement et atrocement par ces mouvements. Mais ces mouvements n'attaquaient pas seulement les chiites. Moi-même, j'ai visité
Al-Madina al-Munawwara, en Arabie Saoudite, et j'ai découvert que les Wahhabites ont détruit Saqifat Bani Saïda, c'est-à-dire l'endroit où les musulmans se sont réunis pour parler de l'après-Mohammed. Et c'était un lieu historique. Ils ont détruit des sites comme ça, ils ont détruit la maison du prophète. Et ils ont fait des massacres partout. Heureusement que Ibrahim Bacha, le fils de Muhammad Ali, maître d'Égypte, a détruit cet État wahhabite de 1802, 3, 4. Deuxième exemple, il a parlé de marais irakien. C'est vrai que Saddam Hussein a asséché les... Mais Jamal Abdel Nasser a éliminé l'endroit où les Nubis vivaient en Égypte parce que Nasser voulait construire le barrage d'Aswan. Les Nubis n'ont pas été décimés, ils ont été déplacés, mais leur présence à cet endroit-là, mentionnée du côté irakien par notre ami, cet endroit-là est devenu sous l'eau et n'existe plus. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça génocide urbain, comme il a mentionné? Je ne pense pas, moi. Ben, il y a vraiment... Nasser a failli laisser sous l'eau les temples d'Abu Simbel et des autres temples pharaoniques. Le barrage d'Aswan a fait beaucoup de bien pour l'Égypte et pour les Égyptiens jusqu'à nos jours. Il a même sauvé les Égyptiens plusieurs fois. Donc, dire que sécher les marais irakiens, c'est un fait génocidaire, moi je ne pense pas, parce que les Français ont fait la même chose en Algérie. Ils ont tué par les moyens chimiques des Algériens dans les grottes, et les Américains ont utilisé des armes chimiques contre les Vietnamiens dans des endroits qui n'étaient pas accessibles à leurs armées. Donc, expliquer ce genre de massacre et ce genre d'actes abominables par des termes de massacre ou par actes de guerre atroces, oui. Mais faire entrer ce genre des actes dans un domaine qui doit être, enfin, il faut faire une sorte de hiérarchie des actes abominables. Si on met tout le monde au même niveau, tous les actes au même niveau, ça serait un peu difficile après de régler ce genre de problème loyalement, et on va entrer dans un chaos qui n'est pas, à mon avis, très bien pour la cause défendue par notre ami, et il a raison pour défendre les causes qui a été soulevée, soulignée, mais laissons la hiérarchie à sa place, et ça ne change rien des actes abominables qui ont été effectués. Je vous remercie. Merci beaucoup. Micro. Non, c'est très rapide puisque je vois que le temps passe. Non, je voulais juste soulever un point sur Daesh et El-Shara, comme disait Majed tout à l'heure. Moi, j'avais lu que
que El Shara avait été le numéro 2 de Daesh. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, avant de passer par Al-Qaïda. Mais vous savez, c'est tout un cirque, l'histoire de passer de Daesh à Al-Qaïda, ensuite à Arel Sham, ensuite à... En fait, ce sont les mêmes, mais on les rebaptise d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était la première question que je voulais vous poser. La deuxième, c'est sur les femmes. Moi, qui ai beaucoup travaillé sur le droit des femmes, malheureusement en Afghanistan. Et là, je suis sidérée qu'on ne classe pas comme génocide cette loi qui vient de passer en Irak actuellement, qui permet le mariage des petites filles à 9 ans. Alors on parle du viol des yézidis, mais vous imaginez, une petite fille à 9 ans, on les... Ah ben, en Irak, la loi a été votée. Le code civil. Le code civil. Non, c'est pas vrai. Ah, Vous pouvez expliquer? ben alors voilà, alors expliquez-moi, parce que quand j'étais là-bas, on m'a affirmé, j'étais là-bas en février dernier, on m'a dit que c'était en train, que c'était pas encore voté, mais que c'était une proposition de loi. Ah voilà, et quand je suis revenue ici, on m'a dit que c'était voté, donc c'est pas voté. C'est pas voté le terme de... Oui. Il y a en Irak, il y a une loi, elle s'appelle le statut personnel. Oui, Actuellement, on a donné la possibilité pour les questions de respecter les différences de religieux, c'est-à-dire chaque personne qui revient pour leur loi, mais avec l'accord du juge. Et pour les questions l'âge de le mariage, on a cité ça dans le deuxième article, clair et net, qu'on n'a aucun droit de passer les 18 ans pour les femmes et 15 ans exceptionnellement avec l'accord de le juge et les parents. Donc on peut dire 18 ans de règle, 15 ans sauf à la deux conditions. Il faut le juge qui accepte avec le rapport du médecin qui dit que la femme a de capacité, etc. et l'accord de son père. Et donc c'est avant, c'est dans le projet on a dit ça, mais c'est pas reconnu. je vous remercie. C'est annulé. Oui, c'est pas reconnu par le Parlement, il n'a pas voté. Oui, bonsoir. Sur un point de détail, la Convention de prévention du génocide, elle parle de groupe national, ethnique, religieux ou autre. Donc dans le autre, on peut mettre ville, environnement, tout ce qu'on veut. Hein, donc c'est assez flexible. Deuxième point sur l'histoire de l'Irak, je crois tant qu'on n'aura pas mis dans un site public les archives présidentielles volées par l'occupant américain et mises à l'université de Georgetown, on ne pourra pas faire de l'histoire en Irak. Et aussi, on ne pourra pas faire de l'histoire en Irak si on n'a pas la liste de tous les agents israéliens qui ont été des juifs à Bagdad ou en Syrie ou en Yémen ou en Libye, et eux ou leurs fils ou leurs enfants qui ont été formés, sélectionnés pour être des espions, pour foutre le bordel, je m'excuse du mot, dans les pays arabes par des manipulations. On ne peut pas faire d'histoire sans ça. Merci beaucoup. Votre micro. Oui. L'archive, il a retourné pour l'Irak. Pardon? L'archive, il a retourné pour l'Irak. Elle est retournée? Toutes. Le gouvernement irakien a demandé que leur archive, il y a une copie dans les États-Unis, c'est scanner, fait scan, mais l'original qui est retourné, et actuellement le Premier ministre il a vraiment pris les décisions pour faire les musées, juste en face vraiment le statut de la Conseil des ministres, et il y a des groupes particuliers qui font le musée pour tout cet archive. Est-ce qu'ils ont restitué les archives du procès de Saddam et de Tarek Aziz et tout ça? C'est ça, tous les archives, Tous ces archives. de la période de Saddam. Et tous les enregistrements de la présidence, des réunions de la présidence. Tout, ils sont vraiment retournés. Mais les États-Unis, pour être clair, prennent vraiment tout ça en copie, en scanner dans l'université là-bas, vraiment. Il y a un scanner. Mais l'original, tout retourné pour l'Irak. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Monsieur le Président, merci pour le choix de ce sujet, parce que choisir les génocides, et on est en plein génocide à Gaza, et choisir l'Irak. Et je remercie fortement le professeur Al-Jabri, le professeur Al-Kourachi, le professeur Yacoubi, de nous montrer d'un point de vue historique, d'un point de vue social et d'un point de vue juridique. Moi, ce qui m'attire sur la géopolitique des génocides, car on remarque que les génocides, c'est un acte humain depuis que l'homme existe.
On a l'impression que le génocide, c'est un phénomène purement humain, parce qu'on ne le voit pas chez les animaux, par exemple. Et donc, c'est un phénomène humain et basé sur un acte politique. Parce que un chiite ne va pas aller tuer un sunnite parce qu'il est sunnite, un sunnite ne va pas aller tuer un chiite parce qu'il est chiite, un chrétien ne va pas tuer un non-chrétien parce qu'il est juif, ou les génocides des protestants par les catholiques, etc., etc., etc. Donc, en fait, le phénomène des génocides, c'est un acte politique. Et on le voit que dans les impérialistes, que ce soit aujourd'hui les impérialistes blancs, c'est-à-dire américains et européens, mais aussi les Chinois, parce que les Chinois, ils ont mis 200 ans pour pacifier donc, la Chine. Donc il y avait 200 ans d'actes génocidaires, aussi d'autres en Australie. Donc toutes les populations, et même les Arabes, c'est-à-dire ils ont pratiqué l'acte génocidaire. Donc l'acte génocidaire, c'est un acte humain pour amener un pouvoir. Donc il est lié dans le sens, si on va étudier culturellement, sociologiquement, le génocide comme un acte basé sur des arguments ou des conséquences socio-économiques, on fausse le sujet. Donc le génocide, c'est un acte humain depuis l'histoire et basé sur un acte politique. Deuxième chose, l'Irak. C'est-à-dire l'importance de l'Irak. Pourquoi l'importance de l'Irak? Et surtout dans notre monde moderne. Dans notre monde moderne, parce que aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les nouvelles technologies, et donc tous ces actes qui se sont déroulés sur le terrain irakien, parce qu'il est propice, parce que dans le terrain irakien, on a ce schéma dit des minorités. Le professeur Yacoubi, il a bien précisé, et il dit que dans le langage juridique irakien, on emploie les composantes, on ne va pas employer les minorités. Et c'est vrai, parce que nous, en tant que Maghrébins, ou en tant qu'Européens, ou en tant que Français, par exemple, on a du mal à comprendre la dynamique des minorités. Et aujourd'hui, en tant que citoyen, par exemple, on essaye ici de ramener le même image des minorités dans la population européenne. Donc on va diviser les Français entre musulmans et autres, entre chrétiens pratiquants et non pratiquants. Donc on essaye ici d'imposer ce regard, si vous voulez, minoritaire des populations citoyennes. C'est-à-dire on est citoyen ou on n'est pas citoyen. Et donc, le fait que ce terrain il était propice, donc il y avait plein de minorités, donc on amène l'acte génocidaire, en fait, avec les réseaux sociaux, on va le ramener sur la planète elle-même. Donc on va retrouver l'axe du mondialisme, c'est-à-dire l'axe qui combat toutes les populations, tous les pays, contre leur culture, contre leur indépendance énergétique, contre leur indépendance intellectuelle et scientifique. Donc on va donner la démonstration sur le terrain irakien pour tous les autres peuples, en disant si vous n'êtes pas soumis à la loi de l'impérialisme mondialiste, eh ben on va créer ce qu'on appelle les génocides. Donc l'acte génocidaire aujourd'hui, c'est un acte purement politique, et on a choisi l'Irak parce que l'Irak, il y a un terrain réel pour activer, si vous voulez, cette notion des génocides, pas simplement pour les Irakiens, parce que le peuple irakien il ressemble beaucoup au peuple français, sauf que le régime en Irak n'est pas le même régime en France. Donc le régime politique, c'est lui qui amène les génocides et c'est lui qui arrête les génocides. Merci. Bref, c'est que je voulais savoir les réponses apportées à travers les différentes définitions du génocide. Je me pose la question suivante. Comment le génocide a permis de façonner l'État irakien d'aujourd'hui? Voilà la question de fond. Comment le génocide, pardon, a façonné l'État irakien d'aujourd'hui? C'est juste à propos des exposés qu'on a écoutés, c'est-à-dire il n'y a jamais une responsabilité extérieure. Alors qu'on a vu la secrétaire d'État Albright, quand on lui a posé la question, 500 000 femmes et enfants sont morts à cause du blocus. Et il avait dit, c'est le prix à payer. Ça s'appelle quoi? Sinon, c'est un génocide. Le blocus qui frappe indifféremment les femmes, les enfants,
c'est quoi? Ça, c'est pas un génocide quand il y a 1,5 million de morts. Et puis pour l'eau, juste une petite remarque, on a évacué le fait que c'est la Turquie qui a retenu l'eau pour la Syrie et pour l'Irak. Donc une partie de la responsabilité de ce qui s'est passé dans les marais, c'est parce qu'il n'y a plus d'eau qui est arrivée. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Ça, c'est question naturelle. Mais en ce qui concerne, à partir de 2003, l'Irak a été occupé par les Américains. Les responsables, ce sont des Américains. Bien, vous avez la parole. Alors, une petite question là adressée à notre cher invité, Monsieur El Jabri. Donc, qui est capable en fait de définir ou bien redéfinir le terme, ou bien les 5 points qui peuvent définir en fait les mots génocide? C'est une chose. Donc, si vous voulez, je peux traduire en arabe la question. Oui, vous posez en arabe. D'accord. Donc, شكرا على المداخلة. أولا سؤالي من يستطيع تحديد الجينوسيد؟ من يستطيع يعني إعادة تعريف الجينوسيد في الأمم المتحدة؟ Qui peut redéfinir le mot ou bien le terme génocide, par exemple, aux Nations Unies, par exemple, entre les pays, qui a le pouvoir en fait? من له السلطة أو القدرة على إعادة تعريف أو تحديد المفاهيم. تحديد الكلاسيكي, c'est le terme classique en fait, ou bien depuis 56 et ainsi de suite. Donc actuellement. Oui, 5 critères, mais c'était d'une façon très classique en fait, n'ont jamais été redéfinis en fait, qui peuvent en fait, voilà, donc mettre clairement, par exemple, si on parle de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, est-ce qu'à partir de combien de morts on peut dire il s'agit d'un génocide ou pas? Donc actuellement, on est à 60 000 personnes. حاليا يوجد 60 أكثر من 60,000 يعني ضحية. Oui. Oui, exactement. Donc, c'est une chose. Oui, exactement, exactement. Parce qu'on a déjà l'exemple avec la Bosnie. ما جرى في البوسنة سابقا الكل دفع في اتجاه يعني تعريفها على أساس وأن إبادة لكن لم يستطيعوا ذلك. Donc, on a des exemples. Et ma question suivante, en fait, est-ce que vous avez appuyé plus ou moins sur l'exemple de Rwanda? Donc, Rwanda شهدت مجازر. Le Rwanda, on parle de à peu près 1 million de victimes. Okay? Donc, au Rwanda, on parle d'un génocide. Il y a des gens, des pays qui sont... Voilà, c'était clair. Donc, malgré ça, donc, le Rwanda, ils ont réussi en fait à dépasser ça, à se réconcilier entre eux-mêmes, à développer leur pays, plus ou moins. Donc, peut-être il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais au moins, d'après ce qu'on peut voir, voilà, donc c'était ça. Et ma question, est-ce que c'est le travail en fait des historiens, ou bien on est capable aujourd'hui en fait de définir, aujourd'hui même, de dire il s'agit d'un génocide, ou bien on doit attendre, comme il a dit Macron, il a dit on peut pas, ça c'est le travail des historiens plus tard, mais on est en train de vivre ce génocide. Voilà, donc, et oui, je sais. D'accord. هل هي دول فاعلة في الأمم المتحدة أم أشخاص أم منظمات غير حكومية؟ هل وقع استلهام يعني الدرس من رواندا مثلا؟ محكمة دولية أو غير ذلك فقط. بالتأكيد يعني أن الأمم المتحدة هي المعنية بتبني إعادة التعريف وليس إعادة التعريف، تبني إعادة التعريف. أكو فرق بين التعريف وتبني التعريف. Donc, les Nations Unies, elle est concernée par prendre en considération de redéfinir, mais peut-être pas elle qui définit. في الأصل أن الأمم المتحدة هي اعتمدت على الرجل القانون من أصل بولندي هو رافائيل ليمكن
في كتابه دول المحور أو كذا هو الذي طرح لأول مرة فكرة الجينوسايد عندما جمعها بين كلمتين إغريقيتين جينو and سايد، وركب مصطلحا جديدا في كتابه وناقش. طبعا هو رجل يهودي وخرج من هاربا من النازية وربما على الشرق الأوسط، ثم دخل الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة ما وعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ بنحت هذا المصطلح جينوسايد. نعم. Donc à l'origine, les Nations Unies ont été basées sur un travail d'un spécialiste dans le domaine juridique, un juif qui a vécu l'expérience, qui a élaboré en fait la définition de génocide. كل ما عند الأمم المتحدة هي تبنت جزء من تعريف ليمكن، رافائيل ليمكن، ولم تتبنى الأجزاء الأخرى. يعني رافائيل ليمكن عرف الإبادة الجماعية متأثرا بالهولوكوست، بإبادة اليهود من قبل النازية، وبالتالي هو طرح نوعين من الإبادة الجماعية. طرح الفيزيكال جينوسايد والكالتشرال جينوسايد. الأمم المتحدة فقط أخذت الفيزيكال جينوسايد and remove cultural genocide and political genocide. ليمكن تحدث عن البوليتيكال جينوسايد، ولكن الأمم المتحدة تبنت هذا الشطر فقط. واضح دكتور؟ Donc l'ONU en fait a adopté l'aspect génocide physique, elle a négligé l'aspect génocide culturel. Ces deux aspects qui ont été évoqués par le spécialiste en fait juif dans ça. فلذلك هي استبعدت البوليتيكال جينوسايد. لماذا؟ هي تريد أن تستقطب أكثر دول المصوتين على القرار أو على القانون، وبعض الدول أو أغلبها تتحسس من البوليتيكال جينوسايد لأن أغلبهم مرتكبين إبادة جماعية. نعم، أغلبهم ارتكبوا إبادة جماعية، إما ضد شعوبهم أو ضد شعوب أخرى مثل دول استعمارية. ترجمة النقطة يعني. نعم. Donc ساعدني لمرات عقلي يروح بغير مكان. Donc en fait l'ONU a adopté un aspect de la définition parce qu'elle ne voulait pas perdre les votes en fait, des membres des Nations Unies, et aussi beaucoup de pays ils ont été impliqués dans les massacres, donc on ne voulait pas échouer cette démarche. ولذلك نادرا ما تجد الأمم المتحدة تستطيع أن تعاقب مرتكبي الإبادة الجماعية، لأنه حسب رأي صديقنا غريغوري يقول أنه أغلب الدول الكبرى المكونة للأمم المتحدة هي مرتكبة إبادة جماعية. Donc, merci. J'ai une remarque. Si vous avez des remarques, il faut citer aussi Yougoslavie. Ah. Non, en fait, je reviens vers l'intervention du docteur Djelloul. Je suis d'accord. En fait, il faut respecter la définition de l'Union Unies. Pourquoi? En fait, parce qu'il y a l'aspect industriel dans la destruction de groupes. Il y a l'aspect industriel, c'est-à-dire on a la technique et aussi la volonté. Donc, il y a un discours qui vise le groupe qu'on ne trouve pas dans les vagues. Par exemple, en fait, les wahhabites, quand ils sont entrés, comme une armée qui rase en passage. Mais ils ne visent pas éliminer un groupe, mais ils visent en fait dans l'ensemble des choses. Donc, il faut tenir compte. Je reviens vers en fait l'intervention du docteur Djaberi, et j'ai fini. Et je me rappelle d'un discours de Saddam Hussein. À l'époque, il analyse la révolution iranienne contre le Shah, après le renversement du régime de Shah. Il disait que moi, si le Shah d'Iran m'aurait demandé qu'est-ce que je dois faire, je lui aurais conseillé de raser la ville de Téhéran, de reconstruire notre ville plus loin, avec 5 millions d'Iraniens, et recommencer la vie.
à nouveau. Et après Halabja, aussi le Kimiaoui, comment ça s'appelle? Son cousin, qui est le ministre de Défense de Saddam Hussein, Ali Chimique, il disait que pour nous, c'est pas un problème de raser la population. On peut revivre avec quelques millions d'Irakiens et on fait une autre nation à la place. Donc, l'aspect volonté existe déjà, mais ça reste un jeu. Les armes vendues par Rumsfeld. Voilà. Merci. C'est bon, plus de questions? On n'a pas répondu à vos questions. La question, c'était ça, la responsabilité du moment où l'Irak a été occupé par les Non, Américains. j'ai dit la question, À partir de le moment... comment le génocide a façonné l'État irakien d'aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. كيف شكلت J'ai pas eu une réponse suffisante. الإبادة عقيدة الدولة العراقية؟ Avec une constitution basée sur les composantes. Ouais. En France, on refuse aux Corses, à l'Assemblée corse, de parler français. لا السؤال هنا كيف هناك شيء الدولة العراقية الدستور هو اللي يعتمد على المخصصة أكثر C'est pour tout le monde, hein, c'est pas pour moi Pardon. spécialement. Oui, oui. Le génocide est vraiment actuellement, par le gouvernement irakien, il a reconnu 2 crimes. Les crimes de Yézidi comme génocide, je parle après 2014, et le crime contre le Spyker. Voilà. Et donc ça, juridiquement, reconnu par le UNITAD et par le gouvernement irakien pour tous les éléments de génocide existent. Mais les crimes contre les chrétiens, contre les Shabak, attaques chimiques, elles sont comptées ça comme crimes contre l'humanité. L'État irakien il a adopté une loi particulière pour régler les conséquences. Comme ils sont donnés vraiment un salaire et une assurance médicale, on envoyé spécial pour les études, on soutien psychologique, voilà, c'est tout, voilà. Et il y a vraiment, actuellement, il fait beaucoup il y a un projet pour faire les musées, les grands musées pour les génocides, c'est fait, je pense, avec l'entreprise française, et qui étudie ça. Et donc, voilà, on essaye de régler les conséquences. C'est ça. C'est une toute petite remarque, puisque le génocide rwandais a été évoqué. Il y a aussi une tentative d'instrumentalisation politique de certains génocides ou d'appellations de génocide. On a présenté ça comme un génocide entre les Tutsis et les Hutus, d'une ethnie sur l'autre. Alors c'est beaucoup plus compliqué. L'actuel dictateur rwandais qui est au pouvoir depuis 25 ans, en fait, il a préparé la déstabilisation du Rwanda depuis le Burundi, donc c'est un problème international. Et dans les deux camps, dans les décideurs, il y avait à la fois des Tutsis et des Hutus. Et donc, après, il a beaucoup thésaurisé sur son peuple à lui, son ethnie était victime, alors que les choses sont beaucoup plus complexes, à minima, et je suis gentil en disant ça. Et donc, depuis Kouchner, au passage au ministère des Affaires étrangères en France, sa vision de ce qu'il lui appelle un génocide a été imposé en France, et les intellectuels ici sont très combattus, notamment Charles Nana, qui est un écrivain franco-camerounais de grand talent, qui a écrit beaucoup de livres sur ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc et il y a la même chose en France par rapport à la Palestine. Il y a des députés macronistes qui essaient d'interdire l'utilisation, alors je ne sais plus si c'est holocauste ou génocide, mais pour parler de ce qui se passe en Palestine. Alors ils n'ont pas eu gain de cause, mais il y a la tentation du politique d'instrumentaliser ce qu'on appelle ou non un génocide. Voilà, c'est juste Merci bien, merci beaucoup.